Salut tout le monde, bienvenue sur ce tutoriel GoFastTuto un peu spécial. Le principe va être de créer un jeu en 1 heure sur Godot. Là j'ai décidé sur cette vidéo de créer le jeu Pong. Avant de démarrer le développement et de lancer le chrono, je vais un peu revenir sur l'histoire de Pong. Donc Pong est considéré comme le premier jeu de l'histoire du jeu vidéo car il a été le premier à devenir vraiment populaire. Il a été commercialisé par Atari en fin de l'année 1972. Le principe est simple, il est basé sur le tennis de table. 2 joueurs contrôlent chacun une raquette avec laquelle ils doivent envoyer une balle dans le camp adverse pour marquer des points. Donc là j'ai dessiné ça sur un schéma parce que je vais de temps en temps revenir dessus lors du développement. Ici en carré j'ai dessiné ma balle. La particularité de Pong c'est que le joueur peut décider de la direction où la balle va être envoyée. Par exemple lorsque la balle tape le haut de la raquette, elle va être renvoyée vers le haut. Et de même, si elle touche le bas de la raquette, elle sera renvoyée vers le bas. Les joueurs ne peuvent contrôler les raquettes que de haut en bas et ne peuvent pas bouger sur le terrain. Ici en haut, on a un petit score qui indique les points de chaque joueur. Voilà, j'ai expliqué le principe de Pong, maintenant on va pouvoir passer dans la phase développement. Et c'est parti pour 1 heure de développement. Allez, donc là je commence par créer le nouveau projet. Je vais le mettre au bon endroit. Donc je l'appelle Pong, create folder, voilà. Godot se lance sur une scène vide. Donc je vais commencer par créer une scène 2D. Moi je l'aime bien, j'aime bien l'appeler main, voilà. Ok, donc voilà, je sauvegarde, CTRL S, par défaut elle prend le nom que je viens de lui donner, donc j'enregistre et je laisse pas main. Voilà. Ok, maintenant, je commence par créer la balle. Alors je vais plutôt commencer par les barres. Je vais appeler ça player. Donc il s'agit d'une scène 2D toujours. Je la nomme player. Hop, je l'enregistre ici. Donc, je vais avoir besoin d'un carré. Donc moi ici je vais le faire en blanc. Bon, c'est pas grave, ça change pas grand chose. D'un carré déjà. Donc sans utiliser de texture, je vais créer une node enfant qui sera un polygone 2D. Ça permet de créer un polygone avec une couleur blanche par défaut ici. J'affiche la règle pour que ce soit plus facile à aligner. Donc si on veut voir un petit peu la taille de notre barre par rapport à l'écran, l'écran est ici en bleu. Je vais la faire un peu plus petite, comme ceci, voilà. Et encore un poil trop grande. Bon, c'est pas grave, je vais la faire aligner sur mes gros quadrillages, ce sera plus simple. Voilà, donc bien centré au milieu, en 0. J'ai cette barre. Là, maintenant, je vais avoir besoin de physique. Donc c'est bien, j'ai créé une node 2D, mais ce n'est pas une node qui sera physique. Lorsqu'on veut le contrôle total sur une node de physique, on prend un certain type qui est dédié à ça dans les collisions, physique body, le kinematic body 2D. Voilà, donc je le change. Ensuite, ici, il râle parce qu'il veut une shape, donc la shape sera notre zone de collision, donc la hitbox. Alors, collision shape 2D, ça suffira, ça permet de faire des shapes simples. Je vais en prendre une carrée, voilà. Donc là, on va essayer de l'aligner sur notre forme. Voilà. Donc en bleu ici, il s'agit de ma hitbox, en blanc, c'est simplement ce qui sera affiché. La hitbox n'est pas affiché par défaut sur le jeu. Donc après ça c'est des choses qu'on peut cocher ici, mais voilà. Je sauvegarde et j'ai mon joueur. Les 2 joueurs seront la même scène, utiliseront la même scène player. Sur cette base je vais créer la balle. Donc je vais ici copier sur duplicate. Je vais l'appeler all. Voilà. Ici, j'oublie pas de renommer, sinon ça s'appellera player également. Voilà. Donc là, ma balle, je vais lui donner une forme plus carrée.
Voilà. Oh, pas très carré ça. Voilà. Elle est carrée. Elle est un peu grosse peut-être. Bon, c'est pas grave, je changerai plus tard. Et là, je viens réduire ma zone de hitbox, sinon ce serait bizarre. Voilà. J'ai une balle, j'ai un joueur, et ma scène principale est toujours vide. Bon. Alors je vais faire une première chose. Ici, donc en bleu, il s'agit de la zone d'écran. Alors par défaut, je crois que Godot est en 1024 par 600. Donc dans les settings, on va au niveau de Display Window. Ici, je vais mettre 800 par 600 pour que ce soit un peu plus carré. Voilà. Un peu moins vaste comme champ de bataille. Alors, je viens ajouter ici mon joueur, 2 joueurs même, et ma balle. Donc, je crée une instance à partir d'une scène enfant. Je prends ma balle, je vais la placer au milieu, et je prends un joueur, et puis un autre joueur. Voilà, mon joueur de droite, mon joueur de gauche, la balle. Voilà. Jusque là, tout va bien. Alors, maintenant, on va vouloir que ça bouge, parce que là, si je lance le jeu... Ah oui, donc là, il me demande de choisir ma scène à lancer. Je vais prendre ma scène principale que j'ai appelée Main. Voilà. Donc là, rien ne bouge. Ce sont des objets physiques, mais... Regardez, on peut faire un test. Ma balle ici, je la change de type. Je la mets en Rigid Body. Rigid Body, le moteur va se charger, le moteur de physique va se charger lui-même de gérer la gravité. Ce qui va avoir pour effet, si je relance le jeu, de faire tomber ma balle. Alors, si je laisse ma balle en Rigid Body, je vais pas avoir beaucoup de contrôle dessus. Je vais pouvoir simplement lui appliquer des forces, etc. Moi, je veux avoir un contrôle total, alors c'est le cas pour les joueurs aussi. Je le mets bien en kinématique. Voilà. Ok. Ici, ma balle, il va falloir que je commence à lui donner du mouvement. Et ça, il va falloir que je fasse moi-même, puisque le moteur physique ne va pas le faire. Donc, je reviens sur ma scène balle. Je clique ici le plus attacher un nouveau script. Hop. Je lui laisse le nom par défaut, ball. Voilà. Il me crée un script par défaut. Alors moi, je vais lui donner... Il va me falloir une vitesse que je vais mettre à 500 et une direction de vitesse. Vélo. Je l'appelais Velocity. C'est un vecteur, donc ça représente la vitesse sur les axes Y de ma balle. Je vais lui donner par défaut une vitesse de 1,1. Voilà. À l'initialisation, ma velocity, je vais la multiplier par ma vitesse. Je vais plutôt l'envoyer sur l'axe des X. Donc là, on voit bien qu'en Y, ce sera toujours 0. Multiplié par 500, on aura bien sur les X une vitesse de 500. Donc elle va partir logiquement vers la droite. Voilà. Donc process, cette fonction, j'en ai pas besoin. Elle sert simplement pour tout ce qui est un petit peu affichage. Moi, je vais avoir besoin de jouer avec la physique. Donc pour ça, je vais surcharger la méthode physique process, qui est l'équivalent de process, mais pour la physique, qui est appelée de façon régulière. Donc ici, je vais avoir un appel à ma fonction pour déplacer ma balle. Move and collide. Slide, non. Bon, ici, je vais faire en sorte d'avoir des collisions. Move and collide est pratique puisque elle renvoie ici, si jamais il y a collision, une collision. C'est information sur la collision, donc l'objet avec lequel la balle entre en collision, son point de collision, voilà, plein d'autres choses. Donc Move and Collide, il lui faut une vitesse, un vecteur. Pour ça, moi, ce sera ma velocity, et il faut que je le multiplie par le delta en entrée, même s'il est fixe, j'en ai besoin. Voilà. Donc rien qu'avec ça, j'ai une velocity qui sera non nulle, ma balle va se déplacer vers la droite. Je peux déjà tester ça. Voilà. Elle a atterri à droite. Donc là,
ma balle arrive à droite, sur le joueur de droite, et être bloquée. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'elle rebondisse dessus. Donc pour ça, je vais vérifier s'il y a une collision. S'il y a une collision, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais rebondir. Donc je vais changer la velocity. La velocity, maintenant, elle va être égale à velocity.bounce, qui permet de faire un rebondi sur un plan. Et mon plan, par là, par exemple, je vais prendre la normale à ma collision. Voilà. Donc si je fais ça, la balle arrive sur le joueur, puis repart comme si elle avait rebondi par rapport à la normale de la collision. Donc par rapport à le plan de mon joueur. On va le voir de suite. Voilà. On va pas beaucoup marquer de points là. Alors, maintenant, il faudrait créer une vitesse un petit peu différente pour déjà vérifier que ça rebondisse. Voilà, sur les côtés, ok. Je vais aller au niveau de ma scène principale. Je vais créer un petit peu le terrain de jeu. Donc je vais fermer ce cadre, ce carré. Je vais créer donc des hitbox en dehors de l'écran bien sûr, en dessus, sur les côtés et en dessous. Donc je vais créer ce que je vais appeler ma zone de jeu. Donc nouvelle scène, partie area par exemple, scène 2D, partie area également, je sauvegarde et c'est parti. Alors on ajoute. Alors non, je vais trop vite pour une shape, il va me falloir, si je vais créer des shapes ici, donc des hitbox, il me faut que je sois un body. Donc pour ça, je vais changer le type de ma dot et je vais la placer en static body. Donc il s'agira d'un corps qui ne bougera pas et ensuite auquel je vais rajouter des shapes ici tout autour. Donc première shape qui sera un rectangle, si je peux l'aligner là, ici. On aligne tout ça bien jusqu'à la fin de l'écran. Bon, peu importe, je vais mettre un petit peu de profondeur, voilà. Ici, je viens dupliquer, je la place à droite. Voilà, je duplique encore. Et là, attention, petit truc un peu pénible avec Godot, je trouve. Voilà. Toutes les shapes dépendent du même carré. Donc, on va faire ici un petit clic, mettre toutes les sous-ressources uniques. Donc voilà, là maintenant elles sont bien dissociées. Si je fais ça, si j'agrandis celle-ci, elle ne modifie pas les autres. Et un petit trou ici. Voilà pour le dessus et le dessous, pareil, hop, voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. Voilà mon terrain de jeu, bien en dehors de mon écran. Je sauvegarde. Ici je vais venir donc rajouter ma zone de jeu. Et voilà, un petit test. Ouais, voilà, ma balle rebondit partout. Ça va m'éviter de la perdre, d'aller la chercher. Ok, donc maintenant que notre balle se déplace gentiment, on va essayer de déplacer notre barre. Alors là, deux solutions, soit on la pilote par le clavier, soit on la pilote par la souris. Moi j'ai une petite préférence pour la souris, donc je vais faire par la souris. Ici, notre scène player n'a pas de script, donc je vais lui rajouter un script. Oups, attention, là j'ai cliqué sur Shape, il faut que je me place bien sur Player, et voilà, donc il prend bien le nom. Ok, j'enlève tout ça, je vais rajouter une petite variable qui sera utile pour plus tard. Est-ce que je suis un humain? Par défaut, non. Donc là maintenant je vais intercepter tous les événements de la souris, tous les déplacements de la souris sur ma fenêtre, et je vais déplacer donc ma barre suivant seulement l'axe Y. Si je devais, si je le contraignais pas, ma barre suivrait ma souris un peu partout. Je vais la contraindre. Alors déjà on va commencer par surcharger la méthode, la fonction input qui reçoit un événement. Si je suis un humain seulement, alors je vais prendre en compte les événements. Si c'est la machine, on ignore la souris. Donc si c'est un humain. Ensuite, si l'événement est un événement souris, alors on va prendre motion. Non, il n'a pas besoin. Souris. Ok, donc là, je reçois mon événement qui a une position. C'est cette position en Y qui va être intéressante. Et je vais dire que ma barre, mon joueur, mon player, sa position va être égale à la position en Y, va être égale à la position de la souris en Y. Et là, déjà, qu'est-ce qu'il a? Petite erreur. Déjà ici, si je lance, il va pas prendre en compte, oui, parce que mon human est à false. Il va pas en tenir compte.
on va faire quelque chose d'un petit peu intéressant. Ma variable ici human, je vais la créer en export. Qu'est-ce que ça fait qu'export? En fait, une variable en export, ici, je vais pouvoir y accéder dans l'inspecteur. Donc hop, elle est créée ici. Par défaut, elle est à false. Mais là où ça devient très intéressant, c'est quand je suis sur ma scène principale, que je clique sur le joueur de gauche, je vois que l'human est à false, et ici à false. Mais je peux cliquer sur celui de droite et venir ici cocher human. Donc ici ce sera un humain. Et toutes les entrées de la souris seront prises en compte que pour celui-ci du coup. Allez, on va tester. Et voilà. Je peux déjà m'amuser. Le joueur en face n'est pas très vivace. On va le faire un petit peu déplacer. Donc je reviens sur ma scène joueur, sur mon script ici. Le script, vous pouvez cliquer ici, ou bien ici, ou encore ici. Tac, voilà. Donc il faut que je déplace ce joueur IA seulement si ce n'est pas un humain. Et je vais pas pouvoir le faire ici sur les inputs. Il va falloir que je le fasse dans... Je vais le faire par exemple dans Physics Process, puisque je vais utiliser les mêmes méthodes que pour la balle, c'est-à-dire Move and Collide. Je reprends un peu ça, alors je vais avoir besoin d'une vitesse. Une vitesse, ensuite Move and Collide, ici. La collision n'est pas très intéressante, le joueur réagit pas par rapport à la balle. C'est surtout le Move and Collide qui est intéressant, je vais y retirer ça donc. Donc ma velocity ici, alors ma vitesse je vais la mettre légèrement inférieure à la balle, sinon il va aller aussi vite qu'elle et puis il va la rattraper. Et donc il va falloir qu'il se déplace, ce qui serait intéressant c'est qu'il suive la balle en Y. Donc lorsque la balle ici, hop, je vais y arriver. Lorsque la balle sera par là, lui, il va essayer de se centrer toujours par rapport à la balle, mais avec une contrainte sur sa vitesse, c'est-à-dire que s'il n'est pas assez rapide, il perdra. Donc pour ça, sa vitesse sur les X, déjà on va la dégager, on la met à 0. On peut lui dire que sa velocity ici, comme pour la balle, est égale à velocity fois speed. Voilà. Et alors il va avoir besoin de la balle. Alors c'est là que c'est intéressant, ça devient un peu plus compliqué. Le joueur va avoir besoin d'une référence à la balle, puisque sinon il n'a aucune connaissance de la balle. Pour ça on va utiliser les groupes, c'est pratique, donc les groupes. Ici ma balle, je peux lui dire qu'elle appartient au groupe balle, pour changer. C'est très original. Et je vais faire de même, je vais donner un groupe au joueur, je vais l'appeler player, ce sera peut-être utile pour plus tard. Voilà. Donc ici, ma balle, dans le groupe balle, il peut y en avoir plusieurs balles éventuellement qui soient du même groupe. Et on va ici récupérer toutes les nodes qui appartiennent au groupe balle. Get node, mince, get node in group. Et là, il suffit de lui passer le nom balle. Là ici, je récupère toutes les balles. Voilà. Donc là on en a qu'une, donc je vais pas m'embêter. Je vais prendre la balle 0 et je vais modifier sa velocity. Sa velocity, oui. Alors je vais simplement jouer sur sa direction. Je vais pas changer sa réelle vitesse. Je vais simplement changer sa direction de déplacement. Donc si la balle est en haut, plus haut, il faudra que la vitesse soit négative, puisque l'axe soit négatif, oui c'est ça. Donc pour ça je vais récupérer la balle numéro 0. Ici c'est bien un tableau de balles, tableau de node. Je vais avoir besoin de sa position en Y, à laquelle je vais retirer la position bien de mon joueur. En Y toujours. Là ici j'ai une différence. Moi ce qui va m'intéresser c'est le signe. -1, +1. Voilà, pour savoir dans quel sens ma balle part. Donc j'ai fait appel à la routine sign et bien sûr je multiplie la vitesse par ça. Donc là la vitesse devrait déjà changer. On va tester ça. Voilà, donc là il essaye de se synchroniser sur... Ah non, ça marche pas vraiment beaucoup. Ah oui, en effet. Alors j'ai un souci, c'est qu'ici déjà ça ce n'est que pour les non-humains. Not human. On y verra un peu plus clair. Voilà. Et donc là, alors, de temps en temps, ça lui va pas. Qu'est-ce qu'il a? La position en Y de la balle. Alors, je suis en 0. Move and Collide sur... D'accord, je modifie ça, ça devrait rien y jouer. Ah, mais oui, ça change simplement le signe.
Bon, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. Il est pas très intelligent cet ennemi, mais bon, c'est pas important. Voilà. Donc là, j'en suis à avoir une balle qui arrive à rebondir sur les murs, qui rebondit sur les joueurs. Moi, je peux me déplacer. L'ennemi est un peu bête, mais c'est pas important. Tant pis, on va gagner. Combien il reste de temps? 30 minutes. Bon. Maintenant, il faudrait que on ait la réaction comme sur Pong. C'est-à-dire que là, ici, la balle est un peu folle. Sur Pong, la balle réagit de cette façon. Si je touche le coin inférieur, la moitié inférieure de ma barre, elle va repartir vers le bas. Si elle touche le coin supérieur, la partie supérieure de ma barre, elle repartira vers le haut. Ça permet, quelque part, de contrôler la balle, de pouvoir la diriger un petit peu. Sinon, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt au jeu. Donc, là, on voit que ça ne marche pas. Ici, elle est totalement folle. On va même pouvoir le voir si au niveau de ma vitesse, je la laisse aller strictement à droite. Voilà, elle ne fait rien. Je peux la frapper en bas, elle reste droite. En haut, pareil. Donc là, moi j'ai envie que quand je la frappe vers le haut, elle parte vers le haut. Donc pour ça, il va falloir que je change ici ma méthode de ma balle sur lorsqu'elle rebondit. Dans tous les cas, quand elle rebondit sur les murs, il faut que ce soit ce système-là. Donc déjà, il va falloir que je vérifie avec quoi elle collisionne. Ici, au niveau de ma collision, j'ai accès au collideur. Tout à l'heure, j'ai donné à mon joueur le groupe player. En fait, je peux venir tester du coup ça. Je viens tester si mon collideur fait partie de mon groupe. Alors je vais regarder, je me souviens plus exactement. Je me souviens plus exactement de la méthode pour tester le groupe. Alors, comment je vais voir ça ici au niveau de note 2D? Je vais même tester de voir ça au niveau des nodes. Donc, c'est la méthode qui s'appelle isInGroup. J'étais pas loin. isInGroup. Donc, il est dans quel groupe? Bah, c'est un joueur, player. Donc, je fais un test. Si mon collideur est dans le groupe joueur, alors il va falloir que je fasse quelque chose. Sinon, je fais comme d'habitude. Je rebondis. Classique. Ici, si donc je suis dans le groupe joueur, il va falloir que je regarde ici, par rapport à ma position de ma balle et à ma position de mon joueur, l'écart qu'il y a sur l'axe des Y, et que je rebondisse vers cet angle. En fait, je vais simplement prendre la position de ma barre et la position de ma balle, je vais tracer une droite, et puis je vais l'envoyer vers cette droite. Voilà, c'est simple, ça devrait marcher. Donc, il me faut les positions des deux. Donc, il faut la position du collideur. Voilà, c'est fait. Et la position de ma balle. Moi, ça, je l'ai déjà. Donc, je vais faire position de mon collideur moins position de ma balle. Donc là, déjà, avec ça, j'ai la droite qui part de mon collideur, de mon joueur, vers la position de la balle. Donc, cette droite-là, c'est la droite à suivre. Et il va falloir que je lui donne à ma vitesse, à la vitesse de la balle, que je lui donne cette direction. Je vais pas faire ça. Si je fais ça, ma vitesse va avoir maintenant une valeur égale à une droite. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, je vais transformer ça déjà. Moi, ce qui m'intéresse, là, je vais avoir des distances entre les deux points. Et je me fiche un petit peu de ces distances-là. Moi, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est cette droite, ce vecteur. Donc, on a des facilités avec Godot. Ici, je vais normaliser mon vecteur. Ça va me donner un vecteur unitaire qui va simplement m'indiquer la direction à prendre sans vraiment tenir compte de la distance réelle entre les deux points. Il est normalisé et maintenant je peux le multiplier par exemple à ma vitesse. Voyons, on va regarder ce que ça fait. Ah, ok. N'existe pas, c'est pas normalize. Quel est le nom de la méthode? Normalize. Normalised. Ah, ok, retourne-moi. Et voilà, avec un dé ça marchera mieux. Retourne-moi la valeur normalisée de ce vecteur. Alors, donc là on voit que la vitesse déjà est modifiée. Ça c'est pas normal. Ah oui, pas du tout normal. Ma velocity ne devrait pas changer. Alors, hop. Ici, ce qui va être intéressant, c'est de réutiliser donc
ce vecteur, on part du principe qu'on a un nouveau vecteur, ah ben oui, il va falloir la changer, et que je la multiplie plutôt par la force de ma vitesse précédente, pour garder cette vitesse. Là ici je l'ai modifié, sinon si je laissais velocity multiplié par ce vecteur là, on se retrouverait si mon vecteur normalisé est de 0,1 en x et 0,1 en y, on se retrouverait avec une vitesse divisée par 10. Donc là je vais prendre sa force, je la multiplie par cette direction. Alors ici là le problème est différent, c'est que je pense que je lui donne une direction vers le centre de ma barre. Et ça, c'est simplement l'inverse de ce que je veux. Et du coup, c'est que j'ai inversé la position. Dans la soustraction, je vais mettre ma position de ma balle moins la position du joueur. Ah, voilà. Donc là, j'ai ma balle qui rebondit. Donc normalement, si je la percute avec le haut, hop, elle part vers le haut. Et si je la percute avec le bas, elle part vers le bas. Parfait. Et vers le milieu, bon, si j'y arrive, un peu vers le milieu. Voilà. C'est bien. Il est toujours un peu bête, hein, l'autre en face. Voilà, donc on en revient ici. Là, le joueur est pratiquement prêt, donc je peux jouer avec la balle comme je veux. Il va me rester quelques petits éléments graphiques, donc là, par rapport à mon dessin, il me reste la barre du milieu, les scores. On va faire les scores. Alors, pour créer une interface graphique, je ne vais pas utiliser de scène 2D. Donc on a pour ça les contrôles, les scènes de contrôle. Là, je vais en créer une ici, au niveau de mon mail. Je ne vais pas m'embêter, j'aurais pu créer une scène à part de contrôle, mais je vais faire ça dans ma scène principale. Je ne vais pas perdre trop de temps. Je crée une nouvelle scène, qui sera de type contrôle, ici en vert. Un conteneur, et moi j'aime bien commencer par un conteneur avec des marges, margin container. L'avantage c'est que ce conteneur là, il peut être déplacé n'importe où, et puis on peut lui placer n'importe quoi à l'intérieur, c'est vraiment pratique. Alors je vais essayer de le remettre en 0, voilà. Je lui donne la taille de mon écran, et après en hauteur il va se gérer tout seul. À l'intérieur, je vais avoir besoin donc d'un libellé pour le score de gauche et un libellé pour le score de droite, et ça que ce soit à peu près dispersé de façon homogène sur l'horizontale. Alors là j'aime bien aussi utiliser les hbox container, qui me permet de scinder mes éléments horizontalement. Je vais rajouter un label qui sera le left score, voilà, et un autre qui sera mon right score. Ici dans mon inspecteur je vais lui donner une petite valeur à ce left score qui sera de 0 et le right score de 0. Tout petit, c'est écrit en tout petit. Je vais aligner ma hbox au milieu ici avec alignement center. Et voilà, donc ici, là, mes deux scores sont bien au milieu de mon écran. Ok, donc là, c'est un peu petit comme... Ouais, c'est vraiment petit. Alors ça, c'est un problème. Alors, c'est un peu pénible dans Godot. De base, on n'a pas vraiment accès à la fonte qu'il utilise. Je pourrais peut-être essayer... un autre... Non, je vais pas me complexifier. Pour ça, j'ai un petit truc qui est prêt. Donc, j'ai au niveau de mes utilitaires la fonte Arial. Donc le fichier il faut bien qu'il soit en .ttf, pas fon, F-O-N. Donc je prends mon Arial et je vais le mettre dans mon projet, à la racine, comme ça. Mon Arial ici je vais la réutiliser. Donc je vais prendre le left score par exemple. Je vais faire un theme override, font. Je crée une nouvelle dynamique font. On va zoomer un peu. Hop, new dynamic font. Ici, dans mon fichier de font, je vais devoir créer un nouveau dynamic font data. Et voilà, là je peux prendre mon fichier arial.ttf. À partir de maintenant, il utilise mon Arial. Alors il a disparu, parfois ça arrive, il faut réécrire. Non, toujours disparu. Pourtant ça devrait être bon, alors je vais changer sa taille un petit peu pour voir. Ah voilà. Taille 200. Ouais, c'est un peu gros. 50, c'est mieux. Et je vais faire la même chose pour right score. Alors je vais pas m'embêter, je vais supprimer celle-là et la dupliquer, et puis je vais l'appeler right score. Ok, alors ils sont un peu collés les deux. On voit que le milieu de l'écran est par là. Donc mon conteneur horizontal il prend tout l'écran, mais eux ils se sont restreints à ça. Donc pour que ce soit un peu plus qu'ils prennent leurs aises au niveau des size flags, ici on va aller cocher expand horizontal. Et puis là on voit que
et bien que le gauche a pris toute la place par rapport au droit, et bien, pour rééquilibrer, on va faire la même chose au droit. Size flag, horizontal, expand. Voilà. On va centrer le score. Non, on va pas le centrer, on va le laisser à gauche. Et lui, par contre, on va le mettre à droite. Donc, align, right. Voilà. Ouais, ça sert à rien ce que j'ai fait. C'est pas grave. Je vais les écarter un peu ici. Je vais sur mon hbox container. Au niveau du time override, dans les constantes, j'ai une séparation. Et ici, je peux jouer avec. Je vais mettre 50. Voilà. J'ai les scores de droite et de gauche. Pas oublier de sauvegarder. Alors là, on est pas mal. Il reste combien de temps? 16 minutes. Bon, on va essayer de faire les scores qui se marquent. Donc, pour ça, il faut que je détecte lorsque ma balle vient toucher ici ma zone de gauche. Ma shape de gauche. Je vais retourner dans ma zone de jeu, partie area. Je sélectionne la zone de gauche, la shape, et ici la shape, je vais lui donner un groupe encore. Donc je vais dans node, groupe, je vais l'appeler left goal. Même punition pour la droite, ici je l'appelle right goal. Et voilà. Left, right. Ok, je reviens ici sur mon main. Non, je vais revenir sur ma balle plutôt. Ce qui va être intéressant, c'est de détecter quand ma balle touche left ou gauche. Qui c'est qui a cette notion de collision? C'est la balle. La balle ici, elle peut détecter si c'est un joueur ou non. Donc, dans le cas où c'est un joueur, on a modifié déjà cette partie. Nous, ici, on va venir le faire dans l'autre cas. Si jamais le collider est dans le groupe left goal, je vais faire quelque chose. Et si elle est dans le cas right goal, je vais faire autre chose. Et pour l'instant, je vais la laisser rebondir. Je vais marquer les scores, mais elle rebondira, c'est pas grave. Normalement, dans Pong, il faudrait remettre tout le monde à 0, mais on va laisser comme ça pour l'instant. On va utiliser quelque chose qui est... Si vous utilisez Godot, essayez d'utiliser au maximum les signals. La balle va signaler qu'elle a touché le goal de gauche ou les goals de droite. Donc je vais appeler ça touched goal, c'est un signal, et elle passera le side, gauche ou droite. Donc ici, quand je touche left goal, eh bien je fais emit signal, touch goal, et le paramètre, je dis bah j'ai touché gauche, left. Ici, de la même façon, j'ai touché droite. Donc je vais émettre un signal dès que je touche la droite ou la gauche. Très bien. Qui c'est qui va gérer ces signaux? Il faut bien sûr que quelqu'un derrière les écoute. Eh bien, ça va être ma scène principale. J'ai toujours pas mis de script à ma scène principale, donc je vais la rajouter. Voilà, je laisse en main.gd. Ici, il va falloir donc qu'elle écoute ces signaux de la balle, et je vais devoir appeler une fonction. Donc je vais déjà la créer, cette fonction. OnBall, touched, go, et le side. Ok, qu'est-ce qui se passe? Si side égale left, eh bien il va falloir marquer des scores. Pour ça qu'ici je l'ai rajouté dans la scène principale. Le left score, initialisé à 0, et le right score, initialisé aussi à 0. Donc quand je touche gauche, quand je touche gauche, je score à droite, plus égale 1. Alors plus ne marche pas quand j'ai des scripts, hein, ça plante. Quand je touche droite, je marque à droite, je marque à gauche. Oh, ok ça. Jusque là on est bon. Hop, là ici, petite astuce, lorsque ma scène est prête, je vais pouvoir connecter mon signal au niveau de ma balle. Je connecte au niveau de la balle sur ma méthode qui s'appelle... Ah pardon, je connecte le signal toTouchedGoal de ma balle sur self moi-même, donc la scène principale, avec voilà onTouchedGoal. Donc à partir du moment où la scène est prête, il connecte le signal toTouchedGoal de ma balle sur cette méthode. Donc en gros je reçois l'événement avec le paramètre passé. Ok, mais moi, là c'est bien mignon, mais je mets pas à jour mes scores. Du coup c'est simple, ici quand je touche à gauche, je vais mettre à jour mon score de droite, donc là j'ai incrémenté, et je vais mettre à jour mon libellé. Donc je vais chercher mon right score, donc il s'agit bien du libellé ici, point texte égale, et bien je prends mon score que j'ai incrémenté. Ça ne peut pas marcher parce qu'en fait, bon là tout va bien au niveau du compilateur, mais texte attend un string, donc une chaîne de caractères, et ici mon right score est un nombre. Donc je vais de suite transformer ça via la fonction str en chaîne de caractères. Et ici je viens faire la même chose avec mon score de gauche. Et voilà. Donc là il n'y a plus qu'à tester. Dès que je touche la gauche ou la droite, je marque. Ou il marque, ça m'étonnerait. Ah, il a déjà marqué et ça marche pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon collider est dans le groupe left goal? Ah, d'accord. Le collider envoie le corps, le body.
Or là, moi, sur ma scène, ce sont mes shapes. Donc c'est pas la partie area en fait, c'est mes shapes qui détiennent le groupe. Donc on va modifier le script ici pour tester non pas le collider, mais le collider shape auquel j'ai accès. Et je vérifie bien qu'elle soit du groupe. Donc là je reteste. Et voilà, j'ai marqué un point, et puis lui, voyons, point aussi, 2 points, voilà. Très bien. On va faire, pour le fun, au niveau de ma partie area, je vais créer une petite démarcation avec mon polygone. Je sais pas bien où est le centre, je crois que c'est pas évident le centre placé ici, mais... Ouais, c'est pas tout à fait là, bon. Vous l'aurez compris, vous vous déplacez au bon endroit. Voilà, c'est toujours pas le bon, mais... Peut-être, allez, sans m'embêter comme ça. Hop, un chouille à droite. Voilà, c'est très bien. Je vais placer ma balle bien au centre. Mon joueur un peu plus à droite, lui aussi. Et voilà. Hop, tout le monde est aligné. Voilà. Ok, combien de temps il reste? 8 minutes. On va peut-être regarder pourquoi ce monsieur ne marche pas. Donc qu'est-ce qui se passe? L'ennemi là, il cafouille sur la position de la balle. Donc on revient dans le player, au niveau de physique process. Donc je récupère les balles, je prends sa position en Y. Je prends sa position, oui, la différence. Donc si je suis en 1 et que la balle est en 2 sur les Y, je vais avoir 1, moins 2, moins 1. Et donc mon signe sera moins 1. Ma vitesse sera négative et donc j'irai vers le haut. J'irai vers le haut. Donc pourtant ça, il s'agit de la bonne fonction. On va regarder, on va mettre un peu de debug. On va faire un print de la vélocité. Même un print du signe. Voilà. Donc là, je vais pouvoir voir dans ma console ici. Je suis en 0, c'est normal. Moins 1, plus 1. Donc là, moins 1, il va essayer de descendre. Non. Déjà ça, c'est pas bon. Je devrais, quand la balle est plus haut, je devrais avoir moins 1. Et quand la balle est plus basse, je devrais avoir plus 1. Je monte dans les Y si elle est plus basse. Là, on est bon. Maintenant, notre ami ne bouge plus. Je sais pas ce que je lui ai fait. S'il est non humain, alors il va se déplacer. On est bien d'accord, on a bien le print. Alors qu'est-ce qui lui arrive? Il veut pas bouger. On va afficher la vitesse. 0. Oui, bon, en fait la vitesse doit être à 0 dès le début parce que le signe est à 0. Bon, la vitesse ce sera le signe fois la vitesse. Ce sera le signe fois la speed. Et ça, finalement, est-ce qu'on s'en fiche pas un peu? Je vais le laisser. Move and collide, cannot convert to vector. Ouais, à un moment donné, il lui faudra un vecteur. Hein. On ne se déplace pas sur les X, on se déplace sur les Y. Vector 2, c'est bien. Ah oui, oui. Alors, ce message d'erreur, en fait, c'est quand le jeu tourne en même temps. Donc on l'ignore, on arrête. Et c'est... Voilà. Ah, enfin. Bernard est actif. Ah, t'es nul, Bernard. Pour le mettre ultra difficile, c'est simple, on va lui mettre une vitesse plus élevée que la vitesse de la balle. Et alors là, il y a un petit peu de lag. Alors le lag, en fait, donc ça s'appelle le jitter dans les jeux. C'est qu'il va toujours compenser. Plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Essayer de centrer parfaitement par rapport à la balle, sans jamais vraiment y arriver. Ça, on peut le régler. Hop, voilà. Alors on peut faire quelque chose, s'il reste un peu de temps, c'est 3 minutes. Donc au commencement de la partie, on va essayer de stocker les positions de ma balle et de mes joueurs. Ça peut être intéressant pour après les réutiliser, par exemple si on veut redémarrer la partie. Donc on va stocker ball position, left player position, puis right player position, voilà. Dès le début, donc une fois que tout est commencé, donc je connecte mon signal et puis j'en profite pour enregistrer la position de ma balle. Qu'est-ce que j'ai écrit? Il me manque un i. Donc ma balle, point position. Ici, je prends le player. Ah, alors que je ne me trompe pas, player tout court, on va les renommer parce que ici on a left player, ici on a right player. On revient dans le script. Donc ici il s'agit bien de mon left player. Et là, de mon right player, que je mets bien sur la bonne variable. Voilà, j'ai mes positions.
Et donc dès qu'il y a quelqu'un qui marque, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va revenir remettre en position tout le monde. Donc, ma balle, ma position de balle égale ma balle position. Finalement, un petit peu l'inverse de ce qu'on fait au début. Voilà. Et voilà. Donc là, dès qu'il y a but, tout repart. Ah oui, bon, alors c'est lui qui va devoir. On revient à 0. Alors, si on voulait faire les choses bien, il faudrait remettre à 0 également la vitesse. Bon, parce que là, la balle elle repart avec la même vélocité. Ce qu'il faudrait faire, c'est remettre en jeu la balle. Alors, je sais pas exactement dans Pong, je pense qu'elle est remise en jeu sur le gagnant de la manche. Donc du coup, on va créer une fonction restart de la balle. Restart. Et puis on va lui mettre le side. Si le side c'est donc left, alors du coup ici ma velocity ce sera celle de base, ce sera vecteur. Donc je l'envoie à gauche, -1 fois speed, et inversement, je vais simplement faire un else. La velocity, c'est comme au tout début, ça part à droite. On est pas mal là. Il faut maintenant faire appel à restart. Ah, c'est fini. Bon, allez, je fais le petit appel à ma balle. Balle.restart et le side. Et voilà. Allez, petit résultat. Alors, pour que ce soit finissable, je vais un petit peu lui baisser la vitesse. Hein, parce que là, c'est pas possible. La balle, on va la faire aller un poil plus vite. On se traîne. Voilà. Voilà, donc là j'ai gagné, je commence, il gagne, il commence. Bon, ah voilà, c'est pas mal. Ici on voit qu'il y a quelque chose qui s'imprime, bon, il faut éviter qu'il y ait trop de choses qui soient affichées, sinon on perd un petit peu en performance. Alors j'ai dû mettre ça ici, pratiquement tout le temps on affiche quelque chose, voilà. Ça peut être un peu contre-performant. Et voilà, cet épisode de GoFast Tuto un peu spécial est terminé. Je devais coder le jeu Pong en 1 heure. Je pense que globalement l'objectif est atteint. Alors, j'aimerais avoir vos commentaires sur ce type de tutoriel. Je vais peut-être en refaire d'autres sur par exemple le casse-brique. Alors, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker et à vous abonner. Encore merci d'avoir regardé. À très vite.